Aujourd'hui, Jean Tabliski, nous allons quitter les concepts généraux pour regarder de plus près les systèmes vivants et considérer plus particulièrement leur mode de fonctionnement. Je crois qu'il est temps pour nous maintenant d'aborder une des caractéristiques que nous avons d'ailleurs déjà entrevues dans les entretiens précédents, mais d'une façon sporadique peut-être, et cette fois il faut l'aborder de façon plus complète, plus directe. Cette caractéristique, c'est que les systèmes vivants sont à la fois en perpétuel renouvellement et conservent cependant leur spécificité d'individu. Oui, c'est exact. Il faut, dit-on, manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Alors je veux dire que l'un des grands succès remportés par la biologie, c'était de comprendre pourquoi il faut manger pour vivre. Ce qui rejoint la première partie de votre question qui concerne le renouvellement de constituants. Alors si vous le voulez bien, j'essaierai de répondre déjà à cette première partie et puis nous verrons la seconde dans un prochain entretien. Et nous comprendrons ainsi pourquoi il faut manger pour vivre. J'essaierai en tous les cas d'être aussi clair que possible. On va commencer, si vous le voulez bien, par cette notion même de renouvellement. Et je crois qu'il convient de se situer à deux niveaux, le niveau cellulaire et le niveau moléculaire. Tout organisme, nous le savons, est composé d'organes formés de tissus, eux-mêmes formés de cellules. Et même lorsqu'un organisme est adulte, certaines de ces cellules se renouvellent. Certaines des cellules meurent, d'autres se divisent, elles doivent être remplacées. Il en est ainsi par exemple pour les cellules de la peau, les cellules de la lignée sanguine, globules blancs, globules rouges, pour les cellules de l'intestin. D'autres en revanche, chez l'organisme adulte, restent telles qu'elles sont, elles ne se divisent pas, telles que les cellules du foie ou telles que les cellules nerveuses. Alors ça c'est pour les cellules, mais pour les molécules, et on sait que pour les cellules c'est comme ça que ça se passe, je veux dire que c'est une information qui passe assez bien, mais pour les molécules c'est moins évident. Alors au niveau moléculaire, c'est la règle pour toutes les cellules et pour tous les constituants d'un organisme. Alors comment est-ce qu'on sait ces choses-là ? Eh bien, on le sait depuis qu'il est devenu possible de mettre une étiquette sur une molécule que l'on injecte ou qu'on met dans la nourriture d'un animal, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de mettre une étiquette ? Parce que la molécule injectée ou ingérée va se trouver diluée dans l'organisme où elle est injectée, où elle pénètre, à l'intérieur de toutes les autres molécules de même espèce qui se trouvent chez cet organisme. Et par conséquent, il sera pratiquement impossible, de savoir quel est son devenir. Alors, quand vous parlez d'étiquette, je suppose que vous faites des métaphores. En fait, c'est un système de marquage, vraisemblablement. Alors, quel est ce genre de marquage qui est utilisé pour pouvoir connaître ces choses ? Je voudrais d'abord dire un mot sur l'étiquette qu'il faut avoir. C'est vrai que c'est une image. L'étiquette dont il faut disposer, c'est une étiquette telle qu'elle permet d'une part de repérer facilement la molécule qui a ce marquage et les produits de ces transformations, et d'autre part, qui ne modifie pas, bien sûr, les propriétés chimiques de cette molécule. Alors, est-ce que de telles étiquettes, puisque je reprends votre métaphore, existent naturellement ? Elles existent naturellement et l'on peut les produire artificiellement. Elles existent, ce sont les isotopes, soit qu'il s'agisse d'isotopes stables, plus lourds ou plus légers que les isotopes, que les atomes qu'ils remplacent dans les molécules, par exemple l'azote 15 ou l'oxygène 18, soit plus généralement, depuis 50 ans qu'on sait les produire artificiellement, des isotopes radioactifs. Vous savez que ces isotopes radioactifs existent dans tout l'univers, dans les étoiles, mais qu'ils ne sont disponibles sur la Terre que lorsque, sauf cas exceptionnel, qu'ils sont disponibles facilement sur la Terre depuis qu'on sait les produire en laboratoire. Alors, toute molécule organique peut ainsi être marquée en remplaçant un de ces atomes par l'isotope correspondant, ce qui permet de suivre le devenir d'une molécule en suivant sa piste, qui est révélée par sa radioactivité. Et ces méthodes sont extrêmement sensibles et permettent de déceler environ 1000 molécules d'une même espèce, bien sûr, dans un échantillon. Elles permettent aussi d'obtenir des images des endroits de la cellule où se trouve localisée telle ou telle espèce moléculaire. Eh bien, ce sont les résultats obtenus au cours de ce genre d'investigation qui ont très clairement révélé que même chez un adulte, tous les constituants cellulaires sont renouvelés, naturellement à des vitesses, à des taux
qui diffèrent selon le type de composants auxquels on s'intéresse, sur le type de composants qui existent, mais tout est renouvelé. Par conséquent, les équilibres que nous voyons qui sont réalisés ne sont en réalité que des équilibres dynamiques. Il y a constamment destruction et reconstruction de molécules, destruction et reconstruction des structures cellulaires, tissulaires. Celles-ci se font et se défont. Alors, si vous voulez une image, on peut prendre celle d'un mur qui serait constamment démoli et reconstruit. Vu de loin, le mur apparaîtra stable, comme tout mur qui se respecte. Si vous vous en rapprochez, vous constaterez que cette stabilité qui est réelle est sous-tendue par une instabilité. C'est-à-dire que les briques sont à tout instant ôtées et remplacées par d'autres qui leur sont identiques. Alors là, on peut le comprendre, mais en vérité, ce ne sont pas les molécules qui se trouvent être détruites, ce sont les molécules qui sont changées, comme les briques sont changées dans le mur. Est-ce que ce sont aussi les briques qui sont cassées ? On arrive à un certain point où certaines briques sont cassées, d'autres non. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. Je voudrais insister sur un point, ce qui est cassé, ce sont les édifices qui sont formés de ces molécules. Certaines des molécules qui font partie de ces édifices sont elles-mêmes modifiées, d'autres non. C'est donc de cette façon qu'on peut se permettre de dire que les êtres vivants sont des systèmes ouverts. C'est exact. Les êtres vivants sont des systèmes ouverts parce qu'ils sont constamment le siège de flux de matière, de flux d'énergie et de flux d'informations. Les êtres vivants sont constamment en relation avec leur milieu et pour subsister, ils doivent disposer de ces différents flux. Bon, peut-être, je présume que ces flux sont imbriqués puisque les êtres vivants ont l'habitude d'être complexes, mais est-ce qu'on peut, pour l'étude ou pour mieux comprendre, avoir une position plus analytique et prendre les types de flux séparément ? Oui, bien volontiers. Si vous voulez, on peut commencer par les flux de matière. Alors, le flux de matière trouve sa source chez les végétaux. Ce sont eux qui sont, à l'heure actuelle, et depuis quelques milliards d'années, les grands fournisseurs de matière. D'où tirent-ils leur matière ? Ils tirent cette matière de l'oxygène, de l'eau, du gaz carbonique, de l'azote de l'air. Et pour que les transformations puissent se faire, il est nécessaire qu'il y ait de l'énergie qui soit fournie. Cette énergie vient naturellement chez les organismes qui peuvent le faire, comme les plantes, certaines bactéries, de la photosynthèse, où l'énergie solaire, l'énergie physique, l'énergie solaire, sera transformée en énergie chimique. Alors, comment s'opère cette transformation ? Parce que il y a d'une part l'énergie physique du soleil qui est transformée en énergie chimique, et puis par ailleurs, on part de corps simples pour arriver à des corps de plus en plus complexes, à des composés moléculaires qui sont relativement importants. C'est vrai. On peut essayer de répondre aux deux questions en les prenant l'une après l'autre. Il s'agit certes de processus très complexes, mais ce qui se passe finalement, c'est schématiquement ceci. Les corps simples dont on part, c'est le gaz carbonique, le CO2, et l'eau. Le CO2, le gaz carbonique, va être assimilé, c'est-à-dire qu'il va être le point de départ de molécules carbonées et hydrogénées qui sont les sucres. Il est nécessaire pour cela qu'il y ait à la fois formation de composés qui sont capables de céder leur hydrogène et formation de molécules riches en énergie, d'adénosine triphosphate ou d'ATP. Alors, c'est la photosynthèse qui est à l'origine de ces réactions, et on peut y distinguer deux phases. Une première phase qui s'effectue à l'obscurité. Là, le CO2, le gaz carbonique, est accepté par une molécule qui préexiste, qui existe déjà dans les cellules, et qui va être le point de départ d'un cycle de réaction dont les composés vont être de plus en plus longs, de plus en plus complexes, de plus en plus riches en hydrogène, de plus en plus hydrogénés. L'autre phase s'effectue, elle, à la lumière. Les molécules riches en énergie et celles qui sont capables de céder leur hydrogène sont en effet produites au cours de la phase lumineuse. Et c'est à ce stade que l'énergie physique, l'énergie lumineuse, est convertie en énergie chimique. C'est là qu'interviennent ces molécules de chlorophylle, celles qui donnent aux feuilles leur couleur verte,
Ces molécules de chlorophylle sont associées à des protéines, formant des centres moléculaires qui sont spécialisés dans la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe ceci. La lumière, en excitant les molécules de chlorophylle, va avoir pour effet d'y provoquer des transferts d'électrons. Ceci à partir de molécules qui ont pour les électrons une forte affinité vers des molécules qui ont pour les électrons une faible affinité et qui de ce fait vont pouvoir les céder ensuite facilement à d'autres composés. Certaines de molécules de ce fait vont ainsi se trouver dépourvues d'électrons. Si vous voulez, il va y avoir des trous. C'est à partir de l'eau que ces molécules vont récupérer leurs électrons que les trous vont être comblés. La dissociation de l'eau, ce que l'on appelle la photolyse, nécessite pour ce faire qu'il y ait apport d'énergie lumineuse. Et à partir d'une molécule d'eau, H2O, il y a libération de 4 protons, de 4 électrons et d'oxygène gazeux. L'oxygène est libéré dans l'atmosphère et c'est à partir de lui que nous vivons. Et on peut en quelque sorte le considérer comme une sorte de produit de déchet qui provient du fonctionnement des plantes, produit de déchets grâce auquel nous pouvons exister. On reviendra probablement sur le rôle de l'oxygène dans la respiration. Mais je voudrais dire que les plantes respirent aussi. À la lumière, l'absorption de l'oxygène et le dégagement de CO2 sont en partie masqués par la photosynthèse, mais cela devient prépondérant lorsque les plantes se trouvent à l'obscurité. Alors si on revient maintenant au transfert d'électrons, au cours de ces transferts, il y a formation d'un gradient électrochimique de protons, et c'est ce gradient électrochimique qui va fournir l'énergie nécessaire à la formation des molécules d'ATP. Enfin, les électrons qui ont atteint un degré élevé d'énergie vont, associés à des protons, être à l'origine de molécules capables de céder leur hydrogène aux molécules en voie de formation et qui aboutiront finalement au sucre. Alors, le cycle des réactions qui opèrent dans cette phase de la photosynthèse trouve son équivalent, mais fonctionnant à l'envers, dans les tissus animaux. Encore une très jolie démonstration de l'unité profonde du règne vivant. Oui, mais les plantes, elles, ne sont pas uniquement formées de sucre. Naturellement, les plantes ne sont pas formées uniquement que de sucre ou que de composés de sucre. Elles contiennent aussi les autres types moléculaires dont il a déjà été question au cours des précédents entretiens, en particulier des molécules d'acides aminés, de protéines, et par conséquent, il leur faut de l'azote. L'azote, lui, a été fixé par les bactéries, soit des bactéries libres, soit des bactéries qui vivent en symbiose avec certaines plantes comme les légumineuses. Il a été transformé en ammoniac, et c'est sous la forme d'ammoniac que l'atome d'azote va peu à peu se trouver incorporé dans les molécules qui nécessitent la présence d'azote. Alors, il y a un point dont on reparlera tout à l'heure, qu'on va retrouver parce qu'il est central, c'est que toutes ces réactions nécessitent de l'énergie. Les réactions de synthèse nécessitent de l'énergie. Toutes se font par petites étapes. Chaque petite étape, chaque réaction est catalysée par un enzyme spécifique, par une protéine dotée d'une activité catalytique. Bien, voilà à peu près comment fonctionne le flux de matière et d'énergie dans le règne végétal, en général, on peut dire. Mais il y a maintenant le règne animal qui, lui, aussi d'une façon plutôt générale, ne prend pas son énergie du soleil, mais se sert d'une énergie qui est déjà chimique. C'est vrai, il se sert de l'énergie qui a été mise en boîte, si je puis dire, non seulement de l'énergie, mais aussi de la matière qui a été mise en boîte par les végétaux. Tous les autres êtres vivants, à part les végétaux, ont besoin de ces derniers pour subsister et pour vivre, ce qui fait que si on prend une image un peu poétique, on peut dire que quand même chacun de nous est un petit morceau de soleil et qu'il a été fait à partir de l'azote de l'air, de l'oxygène de l'air et du gaz carbonique de l'air. Alors, chez les animaux, quel que soit leur mode d'alimentation, mais bien sûr la chaîne commence par les herbivores, qu'il s'agisse d'herbivores, de carnivores ou d'omnivores, les processus fondamentaux sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que les aliments sont digérés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les constituants qui se trouvent dans notre alimentation sont scindés, sont dégradés jusqu'au stade moléculaire, et ces molécules vont être reprises, vont être apportées aux cellules. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au niveau cellulaire?
Eh bien, selon le type moléculaire, il peut se passer deux choses. Soit les molécules sont acceptées comme telles et vont servir au fonctionnement de la cellule et par conséquent de l'organisme, soit elles vont être dégradées jusqu'à leurs ultimes constituants à la suite d'une série de réactions de dégradation, chaque étape, encore une fois, étant catalysée par un enzyme spécifique, réactions de dégradation qui, d'une part, aboutiront à la formation de squelettes à partir desquels les constituants de l'organisme vont se refaire, et d'autre part, réactions de dégradation qui vont être à l'origine de l'énergie qui est nécessaire à ces synthèses. Alors, d'une façon classique, on sépare les deux grands groupes de réactions en parlant d'une part pour les réactions de dégradation de catabolisme, d'autre part pour les réactions de synthèse d'anabolisme, l'ensemble formant le métabolisme, c'est-à-dire représentant le fonctionnement général de la cellule. Je ne sais pas si c'est le moment de poser la question, mais il y a une chose qui vient à l'esprit en vous écoutant. Vous dites, à propos de la façon dont fonctionnent les végétaux, que l'oxygène peut être considéré comme un résidu grâce à quoi nous pouvons vivre. Alors certes, les végétaux respirent aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, et si on ne s'aperçoit pas très bien de cette respiration, c'est par l'effet de la photosynthèse diurne. Mais la différence entre végétaux et animaux, tout de même, c'est que les seconds, les animaux, sont incapables de photosynthèse et qu'ils ont donc strictement besoin d'oxygène pour vivre. Oui. Alors, nous avons besoin d'oxygène pour vivre, la plupart des animaux ont besoin d'oxygène, et on peut se demander pourquoi, finalement. Eh bien, la réponse se trouve au niveau moléculaire. Mais il faut peut-être faire une petite parenthèse qui concerne la façon dont peuvent se former les molécules d'ATP, qui sont donc la monnaie courante de l'énergie. Les molécules d'ATP sont formées à partir d'un précurseur qui comporte un atome de phosphore en moins, qui est donc l'acide adénosine diphosphorique, ou ADP, et de deux façons différentes. Soit lorsqu'on est en absence d'oxygène par un transfert d'un groupe phosphate et formation d'une liaison riche en énergie, soit lorsqu'on est en présence d'oxygène d'une toute autre façon. Les substances qui ont été dégradées ou qui sont en cours de dégradation vont entrer dans un cycle de réaction au cours desquels des électrons vont se trouver libérés. Ces électrons vont être transférés de composé à composé en subissant à chaque fois une perte du potentiel énergétique, et c'est l'énergie ainsi libérée qui va être transférée sur l'ADP avec formation d'ATP. Pour qu'il y ait transfert d'électrons, il faut qu'il y ait des accepteurs d'électrons. Et il faut qu'il y ait un accepteur final d'électrons, sinon tout le système s'arrête. Cet accepteur final d'électrons, c'est l'oxygène. Autrement dit, le seul rôle de l'oxygène, son rôle capital, c'est d'être non pas lui-même, mais les protons qu'il contient, c'est d'être lui-même le dernier accepteur d'électrons. Autrement dit, l'oxygène est activé par un enzyme particulier, par une enzyme particulière, et ce sont les protons qui sont ainsi mis à la disposition des électrons transférés qui vont servir d'accepteurs pour former une molécule d'eau. Alors tout ce système compliqué de poumons, de circulation, de ventilation, avec toutes les commandes hormonales et nerveuses qui interviennent, se destinait à quoi finalement? C'est destiné à amener aux cellules l'oxygène qui, accepteur terminal des électrons, permettra à tout le système de fonctionner. Et on peut donner un exemple un peu drastique, un peu dur du rôle fondamental, c'est l'exemple de l'empoisonnement par le cyanure. Qu'est-ce que fait le cyanure sinon bloquer le fonctionnement de l'enzyme qui active l'oxygène? Il n'y a plus à ce moment-là d'accepteur final, tout le système de transfert d'électrons s'arrête, et par conséquent, toutes les réactions qui menaient à ce système de transfert d'électrons s'arrêtent, tout le métabolisme s'arrête, la cellule est désorganisée, la cellule meurt et l'organisme avec. Alors, si je ne me trompe, ce jeu d'électrons, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'oxydation. Et chez les animaux qui respirent,
ça se manifeste par l'absorption de l'air et le rejet du gaz carbonique. Oui, ça se manifeste par l'absorption essentiellement d'oxygène, D'oxygène de l'air, oui, bien d'oxygène sûr. de l'air et le rejet de gaz carbonique. Oui. Alors effectivement, on peut se poser légitimement la question de savoir d'où vient le CO2, d'où vient le gaz carbonique, Au moins, d'où vient le carbone? d'où vient le carbone. Eh bien, il vient tout simplement, encore une fois, du niveau moléculaire. C'est-à-dire qu'au cours des réactions de dégradation du catabolisme, des atomes de carbone, et non seulement les atomes de carbone, mais des molécules de CO2 sont scindées à partir des molécules, elles sont libérées par les cellules, ces molécules passent dans la circulation de l'organisme et finalement se retrouvent dans la respiration, dans l'air qui est exhalé lorsque l'on respire. Donc, aussi bien pour l'oxygène que pour le gaz carbonique, les phénomènes essentiels se situent encore une fois au niveau moléculaire. Ce qui apparaît très nettement à tout ce que vous venez de dire, c'est que la véritable connaissance du fonctionnement, on l'acquiert de plus en plus de nos jours en regardant de plus en plus petit, puisque là, c'est dans le fonctionnement même, le rapport entre protons et électrons, qu'on finit par percer à jour tous ces processus. Ce qui veut dire que on en est là à des explications de type biophysique. Oui. Mais alors ça veut dire aussi, parallèlement, que ce qui se passe dans les cellules, c'est de la chimie, j'allais dire, banale. C'est de la chimie banale, c'est pourquoi on a souvent comparé la cellule à une usine chimique. C'est de la chimie banale, pas tout à fait. C'est de la chimie banale en ce qui concerne le type de réaction qui s'effectue, parce qu'elles peuvent toutes être réalisées par d'autres moyens. Mais ce n'est pas de la chimie banale en fonction... si on considère les conditions dans lesquelles ces réactions s'effectuent. Elles s'effectuent dans des conditions de neutralité, de température, de pression, pour lesquelles l'industrie chimique serait bien incapable de réaliser le même type de réaction dans des temps qui conviendraient à ses prix de revient. Et si ceci peut être fait, c'est parce que chacune des réactions est catalysée par une protéine dotée de propriétés catalytiques, qui est extrêmement spécifique, ce sont les enzymes, et qui, abaissant le seuil d'activation des molécules, permet leur transformation à des vitesses compatibles avec les processus qui opèrent au niveau de la cellule et de l'organisme, et dans des temps qui sont également compatibles avec ce fonctionnement. Alors en effet, tous ces processus se font à la température du corps, à la pression d'une atmosphère, etc., etc. Mais peut-être doit-on prendre note, pour conclure, que tout ceci se passe aussi parce qu'il y a chez les êtres vivants une structure d'organisation dans laquelle circule l'information. Oui, bien sûr. Cette information, c'est l'information génétique, c'est le programme génétique, transmis de génération en génération, on y reviendra plus tard, mais ici, dans le cadre qui nous intéresse, c'est cette information génétique qui permet à telle ou telle enzyme d'être fabriquée, d'être synthétisée à tel ou tel moment, et par conséquent, qui gouverne l'ensemble du métabolisme de la cellule. Un autre type d'information vient du fait que le milieu intervient toujours dans le fonctionnement d'un être vivant, qu'un être vivant est toujours en rapport avec son milieu, qu'il reçoit de lui des messages codés, qu'il envoie des messages codés, et que par conséquent, il y a une interaction constante entre le milieu et l'organisme. On peut en prendre deux exemples rapidement pour conclure. Lorsqu'une bactérie se trouve en présence d'une concentration élevée d'une substance qui l'intéresse parce qu'elle va pouvoir la consommer, elle se dirige vers elle par conséquent. Elle a reçu une sorte de signal qu'elle a interprété, décodé, et qui induit chez elle un comportement particulier. Et il en est de même, et ça on le reverra plus en détail, en ce qui concerne le comportement de recherche de nourriture et même certains comportements qui aboutissent à la reproduction. Autrement dit, je crois que c'est un des caractères essentiels, ce fait d'existence de systèmes de reconnaissance, de communication, à l'intérieur même d'une cellule, à l'intérieur d'un organisme, entre les organismes et entre les populations ou entre même les éléments qui forment les écosystèmes. Ce qui veut dire que tout ceci confirme que d'un organisme relativement simple jusqu'aux organismes les plus complexes, ce qui est vivant est ouvert. Ce qui est vivant est ouvert et on retrouve ces mêmes problèmes de flux de transfert d'informations
de matière et d'énergie à tous les niveaux d'organisation.